J'ai investi cette année pas loin de 200 000 € pour me former auprès de celui que j'estime être aujourd'hui le meilleur marketeur, mais plutôt le meilleur entrepreneur en ligne de la planète, Alex Hormozi. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager 19 choses que je retiens de ce début d'année au contact direct d'Alex Hormozi et des choses que tu vas toi aussi pouvoir utiliser directement dans ton activité sans avoir à payer cette somme. Et ça, j'espère que c'est pas mal. Donc, 19 choses que j'ai appris au contact d'Alex Hormozi sur ce premier trimestre de travail avec lui dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte, donc je reviens des États-Unis et j'ai passé quelques jours avec Alex Hormozi et son équipe. Je te mets une petite photo ici pour te montrer l'état des lieux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là où je vloguais un petit peu cette expérience-là. Et j'ai fait un compte rendu, j'ai pris des notes sur les choses que je devais absolument retenir, mettre en place pour moi et je te les partage ici. Je vais te partager les 19 points et tu vas voir que j'ai deux choses qui m'ont vraiment marqué. C'est les points 13 et les points 19. Donc reste bien jusqu'au bout pour être sûr de ne rien rater. Prends le temps, prends un café avec moi, je l'ai préparé et on est parti. C'est un format que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que j'essaie de toujours structurer mes vidéos, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de te partager strictement mes prises de notes et mes principaux. Si tu découvres la chaîne pour la toute première fois, moi je m'appelle Lohan Boucher, je suis entrepreneur en ligne. J'ai fondé une société qui s'appelle Level Up Group où on accompagne des coachs à développer leurs activités en ligne. On génère 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par année avec 70% de bénéfices. Et dans cette chaîne, sur cette chaîne, je te partage gratuitement mon parcours, mes enseignements en temps réel pour, je l'espère, pouvoir t'aider, t'inspirer ou t'impacter d'une manière ou d'une autre. Un grand merci déjà pour être ici et j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Donc, la première chose que j'ai envie de partager ici, au contact d'Alex Hormozi, c'est que j'ai compris une chose. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il réussit vraiment dans tout ce qu'il fait, c'est simplement pour qui il est. Alors, c'est un peu fou de dire ça, mais j'ai trouvé une personne extrêmement gentille, extrêmement sympa, bienveillante, attachante, inspirante. Tout comme ce que je voyais dans ses vidéos, je l'ai vu également en vrai. Je l'ai vu en vrai par rapport à moi, ce que je pensais de lui, mais j'ai vu également que toutes ses équipes pensaient exactement la même chose et que tous les autres clients pensaient exactement la même chose. Donc, une des premières choses qui m'a marqué à son contact, autre que simplement des stratégies qu'il aurait pu partager, etc., c'est simplement sa personnalité. Qui il est. Il est exactement, voire plus sympa en vrai que dans tout ce qu'on voit en vidéo. Il réussit en grande partie parce que c'est une bonne personne. Et que les gens qui travaillent avec lui, qui achètent chez lui ou qui restent chez lui, restent aussi parce que c'est une bonne personne. Et c'est vraiment une des premières choses qui m'a marqué, c'est que c'est pas juste un marketeur bizarre, c'est pas juste un mec qui gagne de l'argent dans son coin, etc., etc. C'est juste une bonne personne qui veut vraiment aider les gens. Et je pense que ça fait toute la différence. Ensuite, une des choses qui m'a marqué dans les échanges avec Alex, c'est que systématiquement, il démarrait ses questions par « Pourquoi tu veux faire ça ?» Pourquoi tu veux faire ça? Donc ça, c'était en un quelque chose de global, une question de pourquoi quand quelqu'un disait voilà, je veux développer mon activité à 1 million par mois, et une des raisons pour laquelle il disait pourquoi tu veux faire ça, pour avoir juste une raison, est-ce que cet objectif-là, il est vraiment valable pour cette personne-là? Et je pense que n'importe qui, en tout cas dans mon cas, ça m'a vraiment fait poser les questions de pourquoi est-ce que je me fixe ces objectifs et pourquoi c'est important pour moi d'atteindre ci, ça, ça. Et ça m'a permis même de réévaluer certains objectifs que j'avais, certains même à la baisse, en disant oui, j'ai pas forcément besoin de vouloir gagner de temps. Si je fais déjà ça, mais que ça me permet d'être beaucoup plus libre comme ci, comme ça, c'est parfait. Mais également dans tous les enjeux et toutes les problématiques business qu'on pourrait avoir, il disait toujours, quand on pense qu'on a un problème ou quand on a une idée de choses à mettre en place, on doit toujours se ramener au pourquoi est-ce qu'on veut faire cette chose-là. Si ce que l'on veut faire ne répond pas au pourquoi de ça va me permettre de générer plus de clients, faire en sorte que je gagne plus par client ou que ça diminue le risque sur mon business, si ça ne répond pas à une de ces trois réponses, c'est qu'il ne faut pas le faire. Donc en gros, quand on a une idée, quand on a un projet, quand on veut mettre des trucs en place, on doit se poser cette question-là, c'est est-ce que ça m'aide à trouver de nouveaux clients? Est-ce que ça m'aide à gagner plus d'argent par client, donc soit facturer plus, soit conserver plus longtemps? Ou est-ce que ça m'aide à diminuer le risque autour de mon business? Si ça ne rentre pas dans ces cases-là, ça veut dire que c'est un projet qui ne sert à rien. Et ça a beaucoup aidé. En tout cas, ça a été un modèle mental qui m'a beaucoup impacté. Ensuite, point suivant, ça a été un gros travail un gros travail systématique au niveau des offres. Parce que les offres, ce qu'on vend et comment on le présente, c'est la fondation de notre business. On peut avoir le meilleur marketing possible, le meilleur personal branding possible, la plus grande audience du monde. Si ce qu'on vend, c'est nul à chier,
chier, ça va être très très compliqué. Donc systématiquement, une des questions qui était posée, c'était quelle est ton offre et comment tu la positionnes et comment tu la présentes. De manière à voir est-ce qu'on a vraiment une offre irrésistible. Et ça, c'était vraiment une des fondations. Si tu regardes cette chaîne, tu en as déjà entendu parler, tu le sais, mais c'est hyper important. D'où la raison pour laquelle il a commencé à sortir son premier livre, 100 Million Offers, en démarrant par les offres, parce que c'est le socle et c'est la fondation du business. Donc si vous l'avez pas lu, allez vite lire ce bouquin, ça coûte que dalle, ça coûte 20 balles et ça change votre vie. Donc démarrez par les offres et ça c'est super important et il le rappelle systématiquement. Ensuite, après les offres, autre point systématique qu'il aborde, notamment avec moi, et c'est un des gros challenges sur lesquels il m'a challengé, c'est l'augmentation de la LTV. L'augmentation de la LTV, c'est quoi? C'est tout simplement de combien nous rapporte un client sur sa durée de vie, lifetime value pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. En gros, il explique très simplement qu'aujourd'hui, si on n'a pas de la récurrence, on n'a pas de business. Si on n'a pas des clients qui nous payent encore et qui restent avec nous après mois, année après année, on n'a pas un business. Donc, comment est-ce qu'on structure nos offres de manière à avoir des offres récurrentes qui font que les gens ne partent jamais? Et 80% des discussions sont autour de ça. On ne parle bizarrement pas que de stratégie marketing d'acquisition de nouveaux clients, mais beaucoup de fidélisation, de recurring revenue et reoccurring revenue. Le recurring, c'est les systèmes d'abonnement de gens qui payent mois après mois. Le reoccurring, c'est comment les gens achètent des offres encore et encore les unes après les autres. Et les deux fonctionnent. Il faut choisir quel type de business on est, est-ce qu'on est un recurring business ou un reoccurring business, mais juste maximiser ça pour que les gens réachètent encore et encore pour augmenter la LTV. Et que ça doit être, si on est déjà un entrepreneur plus avancé, déjà une question qu'on doit vraiment se poser. Il a partagé un truc aussi super intéressant par rapport à ça et qui m'a été game changer quand j'ai entendu cette phrase. C'est que il m'expliquait, et ça il me l'expliquait à moi dans l'ascenseur pour descendre à la salle de sport, il me dit, on parlait de la LTV justement, on parlait de mon business avec mes coachs sportifs, et il me disait, pendant très très longtemps, j'étais un high ticket guy, c'est que j'ai toujours pensé que le but c'était de vendre le plus possible et le plus cher possible aux gens. Et il dit, et depuis quelques années maintenant, j'ai complètement changé mon point de vue. Et il explique que son point de vue aujourd'hui, c'est pas de jusqu'à combien est-ce qu'il peut vendre ses services, mais plutôt quel est le bon prix pour que les personnes restent le plus longtemps possible. Et il a vraiment fait cette différence-là en disant, voilà, quand j'avais Gym Launch, qui était sa première société où il accompagnait des salles de sport, je voulais vendre le plus cher, je voulais être le gars qui vendait le plus cher, etc. sur le marché. Jusqu'à que je change, il y a 2 ans, mon point de vue, et que je voulais faire en sorte juste de trouver le bon prix qui permettait aux gens de rester le plus longtemps possible, même dans les mois difficiles. Et c'est cette phrase qui m'a percuté, c'est-à-dire que si on a une offre qui repose sur le fait que quand un de nos clients passe par un mois difficile, il arrête, ça veut dire que notre business, entre guillemets, n'est pas très très solide. Mais quand on a des offres récurrentes dans lesquelles nos clients restent mois après mois, même lors d'un mois difficile sur lequel ils n'ont pas utilisé notre service ou sur lequel ils ont moins généré de revenus si on a un business en B2B ou pas obtenu de résultats si on a un business en B2C, c'est là où ça fait vraiment la différence parce qu'on a un truc qui est très sticky et un truc dans lequel les gens restent. Exemple, Netflix, il y a des mois où on n'a pas regardé Netflix et c'est pas pour autant qu'on a annulé notre abonnement. Ça, c'était un game changer pour moi et c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le point suivant, ça a été la notion de volume. Alex parle beaucoup de volume, déjà dans le contenu qu'il partage, mais également dans les échanges qu'il a avec moi. Et à chaque étape du business, des publicités, à la création de contenu, en parlant d'appels de vente, de la présentation de son offre, on parle de volume. Il faut faire les reps, il faut faire les répétitions. Et que souvent, les problèmes qu'on a dans notre business se résolvent par le volume. Et typiquement chez nous, on a une problématique majeure aujourd'hui qui est que on a du mal avec nos pubs à toucher plus de monde, avoir plus de visibilité, etc. Et ce qu'il m'a martelé, c'est tu dois faire plus de pubs, tu dois mettre plus de budget et tu dois envoyer plus de volume sur tes pubs pour avoir plus de volume dans ton pipe, pour avoir plus de personnes qui arrivent à rendez-vous et pour faire plus de ventes. Volume is key. Et c'est vraiment un des trucs qu'il répète encore et encore. On a aussi abordé, et là je viens d'en parler rapidement, mais c'était de la vente, donc les appels, les rendez-vous de vente. Mais Alex met un énorme point d'attention aux sales, à la vente, parce qu'on le sait, un business qui vend bien, qui a un pôle vente qui convertit à 20, 25, 30%, c'est un business qui est sain et serein parce qu'on a des clients qui rentrent encore et encore. Donc, de vraiment structurer sa chorégraphie de vente correctement, à partir de quand quelqu'un prend un rendez-vous, à quand il arrive sur ce rendez-vous, à s'il a besoin d'un second rendez-vous, qu'est-ce qui se passe à chacune de ces étapes-là et d'avoir vraiment un processus qu'il appelle chorégraphie de vente qui est bien rodé, bien huilé et qui permet de transformer un inconnu en nouveau client.
Il a aussi partagé un concept qui était extrêmement intéressant, c'est qu'il disait qu'il n'y a pas de mauvaise stratégie dans le business. Généralement, si on est ici, si on est un entrepreneur, qu'on a déjà quelques clients, qu'on génère déjà du revenu, c'est qu'on a déjà une stratégie qui marche, qu'on a déjà des processus qui marchent à peu près. Et que souvent, quand il y a une problématique dans le business, c'est souvent pas un problème de système, c'est souvent un problème d'exécution du système. Souvent parce que les personnes qui sont en charge de la mission n'exécutent pas correctement. Et ça, quand il l'a dit, ça m'a fait dire « Ah, c'est exactement la même chose et les problèmes que je rencontre chez moi de temps en temps. » Un exemple concret, j'ai en ce moment où on parle, on a un souci au niveau de la vente chez nous. On vend moins. On a un taux de conversion à la vente qui a baissé sur les 3 derniers mois, alors qu'on a les mêmes types de pubs qui tournent, exactement le même tunnel de vente, exactement la même offre, améliorée en plus, donc même limite une meilleure offre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que on a changé des choses dans notre processus de vente. On a mis une politique d'annulation de rendez-vous pour les prospects qui n'étaient soi-disant pas qualifiés. On ajoute des rendez-vous supplémentaires. On ne suit pas forcément les scripts. On ne fait pas forcément le follow-up comme il devrait être fait. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas notre système. Le problème, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on a décidé de faire. C'est comment on l'exécute. Et souvent comment les personnes de l'équipe l'exécutent. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des processus qui soient clairs, qui soient facilement consultables par nos équipes et que nos équipes suivent encore et encore. Et on doit être garant du fait que les personnes suivent ces processus. Souvent, le problème, c'est pas le système en lui-même, c'est son exécution et ça vraiment dans toutes les étapes de l'activité. Un autre point important qui a été évoqué, c'est les équipes. Donc, en parlant de recrutement, mais également management de l'équipe, etc. Et s'il y a bien un truc que j'ai pigé chez acquisition.com, une entreprise qui génère des millions et des millions par mois, c'est qu'Alex Hormozy, 90% de son temps, c'est créer du contenu, 10% c'est faire des réunions. Ce qui veut simplement dire qu'il a du temps libre. Il explique même qu'il prend 2 à 3 heures tous les jours pour s'entraîner dans sa salle de sport. Quand même bizarre pour un mec qui fait des millions et des millions. Pas si bizarre que ça quand on le voit en fait de nos propres yeux et qu'on voit qu'ils ont une équipe de malades avec qui ça se passe super bien, avec lesquels ils ont une super entente, qui sont super bien managés, etc., etc. Et s'il y a bien un truc que j'ai vu là-bas de mes propres yeux et qui me fait dire, c'est qui me donne vraiment beaucoup d'inspiration, c'est que chez acquisition.com, il fait bon vivre et que les gens s'y sentent bien. Les gens non seulement veulent travailler là-bas, mais veulent rester là-bas, mais surtout ont plaisir à venir travailler là-bas. J'ai vu des mecs et je vois des mecs parce que maintenant je me suis fait ami avec les gens de chez acquisition.com. Je vois les stories des mecs qui vont travailler à 4 heures le matin et qui sont contents d'y aller et qui se mettent en story en train d'arriver au boulot. Tu vois les gens là-bas qui sont sourire tout le temps, qui sont heureux de te partager ce qu'ils font. Tu vois aussi les échanges entre guillemets non qu'on n'aurait pas dû voir. On les voit discuter entre eux, etc. Et on voit que c'est sain. On voit qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux de passer du temps ensemble. Et ça, pour moi, ça fait la différence. Et non seulement ils ont un personnel de qualité, ils ont une équipe de qualité, mais ils ont aussi des gens qui sont heureux de bosser là-bas. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et du moins, je vois qu'ils mettent vraiment, vraiment ça à l'honneur, notamment Leila, sa femme, qui gère ça. Et c'est certainement ce qui fait la différence. Et il l'explique aussi clairement que c'est la qualité de leurs équipes qui fait la différence. En parlant de ça, c'était le point suivant que je m'étais noté, mais par rapport au recrutement, ils expliquent simplement que pour recruter des bonnes personnes, il faut leur proposer aussi la bonne opportunité. C'est que si on ne leur propose pas une opportunité qui est suffisamment belle, on a très peu de chances de pouvoir attirer des bons profils. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité belle? Ça part déjà par la mission de notre entreprise. Où est-ce qu'on veut l'emmener? Quel impact on veut créer? À quoi est-ce qu'on veut que ça ressemble dans 3, 5, 10 ans? Mais également, ça va être l'opportunité de salaire, de qualité de travail, peut-être de travail, peut-être à domicile pour certains, en hybride pour d'autres, à moitié à domicile, à moitié au bureau. C'est un mix en fait de rémunération, de qualité de travail, de confort de travail, de service, etc. qui fait la différence. Et quand on mixe ça, c'est-à-dire la bonne opportunité pour les gens de rentrer dans notre activité parce qu'on a une mission qui est plus grande que nous, plus grande qu'eux, etc. couplée également à des conditions de travail qui sont favorables, c'est grâce à ça en fait qu'on arrive à attirer les bons profils, les bonnes personnes pour travailler avec nous, mais également pour rester avec nous. Je vais vous parler maintenant de métriques et de chiffres, mais il y a 2 chiffres qui reviennent systématiquement chez Alex Hormozy et qui, entre guillemets, ponctuent toutes les discussions. C'est le coût d'acquisition client, ce qu'on appelle le CAC, CAC, coût d'acquisition client, et lifetime value, j'en ai parlé tout à l'heure. Coût d'acquisition client, c'est combien me coûte un client à acquérir. La LTV, c'est combien me rapporte un client en moyenne sur sa durée de vie. Et le ratio entre les deux, c'est-à-dire combien, si je prends mon LTV et que je le divise par mon CAC, quel est le ratio? Exemple, si un client me coûte 1 000 € à acquérir et qu'il me rapporte 10 000 €, j'ai un ratio de 1 pour 10. 1 000 € investis me rapporte 10 000, donc j'investis 1 euro, je récupère 10 €. Et Alex Hormozy explique que pour tous les business en ligne, son objectif à lui, c'est d'avoir à minima ce ratio de 1 pour 10. Pour les business qui vendent des produits ou des services ou les business en dur, il vise systématiquement le 1 pour 3. Après, il n'y a pas de truc parfait, etc., mais c'est à peu près ce que lui dit dans les chiffres. Personnellement,
je suis à 1 pour 5. Et ça m'a fait dire que je devais améliorer ça. Et comment je peux améliorer ça? Comment je peux améliorer mon ratio LTV? Pourquoi en fait ce ratio très rapidement? C'est juste parce qu'en fait c'est ce qui donne tout simplement, c'est le carnet de santé du business. Si tu montres que tu gagnes 10 fois plus d'argent sur un client par rapport à ce que ça te coûte à l'acquisition, tu as un business qui est sain. Tu peux réinvestir, tu peux payer tes équipes, tu peux payer tes outils et voilà, tu as de la marge. Quand on a des business qui font 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, on est limite. Donc le but, c'est d'avoir suffisamment de cash qui est généré pour réinvestir dans la machine, grossir et tirer des bénéfices en même temps. Bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, dans mon cas, je fais du 1 pour 5. J'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. C'est soit j'augmente ma LTV, ce qui est le plus simple, c'est que je fais en sorte que mes clients restent avec moi le plus longtemps possible, ou alors je diminue mon coût d'acquisition client, ou alors, point numéro 3, je fais d'abord l'un, ensuite l'autre pour avoir l'effet cumulé de ces deux-là. Donc, mais dans mon cas, ça va être beaucoup plus simple d'augmenter ma LTV, de facturer plus cher mes services et de conserver mes clients plus longtemps, et ensuite retravailler mon marketing et mes ventes pour baisser mon coût d'acquisition client de manière à augmenter mon ratio et avoir un business qui est en meilleure santé. Un autre point qui a été extrêmement important, qui m'a aussi beaucoup, je dirais perturbé parce que ça allait à l'encontre complètement de tout ce que j'avais entendu jusqu'alors, c'était la revente des business infopreneuriaux. Infopreneuriaux, c'est quoi? C'est les business de formation, d'accompagnement, de coaching, etc. sur Internet. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est des business qui se revendent pas ou mal parce que ça repose sur notre image et que personne n'achèterait un business qui repose que sur l'image de Lohan ou sur ton image à toi, etc., etc. Et là-bas, ils ont une approche. Alors en France, c'est ce que tout le monde dit. Et ça va changer parce que là-bas, ils disent maintenant autre chose et je vous en parle aujourd'hui. Là-bas, ils expliquent que, et d'ailleurs, pourquoi ils l'expliquent, c'est que Alexandre il l'a fait, hein, il a monté une société qui s'appelle Gym Launch qui générait des millions et des millions par mois et qu'ils ont vendu 41 ou 43 millions il y a 2 ans maintenant. Alors que ça reposait que sur l'image d'Alex. En fait, il explique à Alex qu'il y a une méthode qu'il a utilisée où en fait, il a grossi sa boîte autour de son image parce que c'était le point fort, on va dire, pendant toute la période chez acquisition.com. Et quand ils ont décidé de revendre, ils ont mis en place quelques mécanismes. Le majeur, c'est qu'il s'est retiré en fait gentiment de l'équation parce qu'il fallait évidemment pas qu'il ne soit la seule image de l'entreprise s'il voulait revendre. Et il a expliqué que il a mis 3 personnes à sa place pour le remplacer dans tout ce qu'il faisait au quotidien chez acquisition.com, notamment sur l'image, donc qui apparaissait aussi dans les publicités, qui apparaissait aussi sur les vidéos de contenu sur YouTube, qui apparaissait aussi dans le suivi avec leurs clients, etc., etc. Et que du coup, il s'est remplacé pour devenir non essentiel au business. Et grâce à ça, ils ont eu un business qui était revendable en 1 an chrono. Et ce qui nous donne aussi un petit peu de projection en se disant, ok, c'est génial, on a déjà des business à cash aujourd'hui qui nous permettent de faire du cash, et ça c'est génial. Certes, on a un problème, c'est qu'il repose sur nous aujourd'hui, mais c'est pas forcément un problème. Mais le jour où je décide de potentiellement pouvoir revendre, je vais pouvoir actionner quelques leviers, notamment le levier du risque qui repose sur mes épaules si je suis la seule image de mon business. Je peux mettre 2-3 personnes pour me remplacer, me retirer gentiment de l'activité pour avoir une activité qui soit revendable. Et ça, c'est génial. Et ça a personnellement complètement shifté ma perspective au niveau de la revente. Et là, on va rentrer dans des trucs super importants. Ce que j'ai remarqué chez Alex, c'est qu'il est déjà chez lui, chez toutes les personnes. Donc, on était sur le dernier coaching avec Alex, on était 6. Et ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes étaient obsédées par leur activité, passionnées par leur activité. Et ça m'a fait dire, j'ai l'impression que pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est très difficile de le faire si on n'est pas passionné. Et pourquoi je me suis dit que c'était très difficile? Parce qu'il n'y avait personne de pas passionné autour de la table. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont pas passionnés par ce qu'ils font, qui doivent pas avoir des activités qui cartonnent, mais j'ai quand même l'impression que les gens qui réussissent le plus sont passionnés. Passionnés par leur sujet peut-être, mais aussi passionnés par le jeu de l'entrepreneuriat. Et tout le monde était content de parler d'entrepreneuriat, tout le monde était passionné à l'idée de raconter ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en place, d'écouter les autres, poser des questions, etc., etc. Et beaucoup de personnes pensent que c'est un problème, ça c'est mon analyse personnelle. Beaucoup de personnes pensent que être passionné, omnibulé, d'y penser le week-end, le soir, la nuit, en congé, pendant qu'on discute avec quelqu'un d'autre, penser à son business, on pense que c'est mal. La société nous fait croire que c'est mal. Quand on y pense pendant les vacances, la société nous fait croire qu'on devrait déconnecter. Quand on y pense le soir, on nous ferait croire qu'on devrait déconnecter. Quand on est avec quelqu'un et qu'on a un moment d'absence, on n'a même pas écouté ce qu'il nous a dit parce qu'on est en train de penser à ce qu'on pouvait faire pour notre business. La société nous fait croire que c'est pas bon. Mais il y a quand même quoi de mieux dans la vie que d'être passionné par quelque chose et d'avoir sa vie qui est remplie grâce à quelque chose. Et si cette passion, c'est l'entrepreneuriat, c'est génial. On va jamais reprocher à quelqu'un qui est passionné de ski de penser au ski. C'est bizarre, mais on leur a jamais reproché. On n'a jamais reproché à quelqu'un qui était passionné de golf de penser trop au golf. On n'a jamais reproché à quelqu'un qui était passionné pour lire des livres de lire trop de livres. Pourquoi est-ce qu'on devrait le reprocher à quelqu'un qui est passionné d'entrepreneuriat? Parce que ça lui permet de gagner de l'argent et que c'est mal. Et il y a juste en France qu'on nous reproche ça. Là-bas, les gens se sentent bien.
ils sont à l'aise de penser à l'entrepreneuriat, d'être passionnés par l'entrepreneuriat. Et si c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on prend plaisir à faire, pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter de le faire? Fin de ma parenthèse. J'ai aussi remarqué là-bas que les personnes qui étaient présentes, et Alex en l'occurrence, on était 7 dans la pièce avec Alex, se forment tous en continu. Aucune de ces personnes-là n'est pas mentorée par quelqu'un d'autre depuis des années. Même Alex se forme continuellement avec des gens. Aujourd'hui, il va pas avoir de mentor, on va dire un mentor attitré, mais Alex se forme auprès de personnes qui ont des compétences très précises et ça en continu. Dernièrement, c'était sur YouTube notamment, il est se formé avec les gars qui créent la chaîne de MrBeast, etc. Idem sur LinkedIn, idem aujourd'hui sur l'acquisition de société qui est sa propre boîte, etc. Et il se forme tout le temps. Et personnellement, c'est mon cas aussi, mais je me dis quand même, quand il y a des gars qui ont un tel niveau de succès, qui réussissent autant et qui continuent à se former, il doit quand même bien y avoir une petite raison. Et ça me fait rire quand j'ai des personnes qui me disent des fois « Non mais tu comprends Lohan, moi je vais essayer d'être tout seul et on va voir. » Mettez le cerveau en marche. Juste mettez le cerveau en marche. Alors, je le dis ici comme ça parce que je sais que les gens qui regarderont cette vidéo-là ne sont pas ce type de personnes-là. Mais j'ai tellement de gens que je rencontre au quotidien qui, même nous, on a chez Level Up, on a des coachs sportifs qui m'expliquent par A plus B qu'ils vont d'abord tester tout seul et qui n'ont juste pas compris qu'on devait acheter le temps et les erreurs qu'ont commis les autres pour aller beaucoup plus vite nous-mêmes. Il y a une phrase de Russell Brunson, un autre truc, je fais juste une petite parenthèse ici, qui disait « Sur cette terre, il y a 3 types de personnes. Il y a les débiles. Les débiles, c'est des gens qui commettent des erreurs et qui les commettent encore et encore et qui réussissent jamais. Il y a les intelligents qui commettent des erreurs, qui apprennent de ces erreurs et qui avancent dans leur vie une erreur après l'autre. Et il y a les génies, c'est ceux qui achètent le temps et les erreurs des autres pour ne pas les commettre et réussir beaucoup plus vite et de manière certaine. Et les génies, c'est pas les plus intelligents de tous. Les génies, c'est juste ceux qui ont compris qu'ils pouvaient compacter le temps en investissant et en achetant et en se formant auprès des meilleurs. Point final. Un autre shift, c'est que toutes les personnes qui réussissent le plus sont des personnes qui pensent long terme. Il y a très peu de plans d'action là-bas qui sont des plans d'action à 3 semaines. Mais les plans d'action, c'est des plans d'action à 12 mois, 24 mois, 36 mois. Tous ces entrepreneurs à succès pensent long terme, voient long terme. Et les décisions qu'ils prennent aujourd'hui sont pour obtenir des résultats dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Et plus on est prêt à fournir des efforts aujourd'hui pour obtenir des résultats plus loin, plus les efforts qu'on fournit aujourd'hui sont décidés par rapport à des objectifs qui sont lointains et généralement aussi beaucoup plus ambitieux, plus on obtient de résultats. Donc les personnes qui sont capables d'attendre le plus longtemps sont également les personnes qui ont les meilleurs résultats. Et ça m'emmène au point suivant, parce que ça, il en a parlé beaucoup, mais il en a aussi parlé sur la création de contenu et notamment sur les chaînes YouTube. On a beaucoup parlé de YouTube, ça me rejoint 2 points que je vais faire en un seul, mais c'est que bien évidemment, il explique qu'aujourd'hui, il faut être sur YouTube pour créer de la visibilité, créer de l'autorité, apporter de la valeur, etc. Mais il explique aussi qu'il faut être prêt à fournir les efforts nécessaires en donnant de la valeur gratuitement, le plus possible, pour créer le plus de confiance possible, le plus d'audience, pour démontrer aussi qu'on est la bonne personne pour aider les gens. Et si on est capable, par exemple, de créer une chaîne YouTube, de poster 1 à 2 fois par semaine pendant 1 an sans rien espérer en retour, on peut changer littéralement notre vie. Parce que dans 1 an, on aura créé une audience qui nous permettra de faire vivre un business sans jamais qu'on ait besoin de réclamer un nouveau client, sans jamais qu'on ait besoin à espérer que les clients arrivent, etc., etc. Donc, il expliquait aussi que les personnes qui sont capables de différer vraiment leurs efforts des résultats, c'est-à-dire qui sont capables de travailler aujourd'hui dur et pendant 1 an dur ou le plus longtemps possible pour différer le résultat qu'ils vont obtenir derrière, sont ceux qui réussiront le mieux. Il y a un exemple tout bête qui est son exemple à lui. Il a lancé une chaîne YouTube dans laquelle il a publié toutes les semaines 2 à 3 vidéos par semaine pendant plus d'1 an pour lancer 1 an et demi après acquisition.com. Et il a réussi sur cette période-là à générer plus de 2 millions d'abonnés sur toutes les plateformes confondues. Et il a réussi sur le lancement d'acquisition.com à partir d'une société de 0 à une société qui génère plusieurs centaines de millions par année juste en créant une chaîne YouTube dans laquelle il a juste apporté de la valeur 2 à 3 fois par semaine pendant 1 an. Bref, vous avez compris l'idée. En parlant de ça, on rejoint sur le point suivant qui est l'audience. Et aux États-Unis de manière générale, mais également dans l'univers d'Alex Hormozy, l'audience is king. L'audience, c'est aussi selon lui la nouvelle monnaie. Plus dans notre niche, on va être capable d'avoir des personnes qui nous suivent, qui font partie de notre audience, qui sont abonnés, qui regardent nos contenus et qui sont fidèles, plus on a de la sérénité dans notre activité. Il explique que la nouvelle économie aujourd'hui, c'est l'économie de l'audience. On l'a vu notamment avec les influenceurs qui sont arrivés, ensuite les youtubeurs, les streamers, etc. Et c'est exactement la même chose pour nos business de coaching, de formation, de consulting, bref, peu importe ce qu'on fait. Plus on a d'audience qualifiée, je précise, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment notre cible et qu'on peut vraiment aider, d'où l'intérêt d'avoir des chaînes qui sont extrêmement spécifiques et extrêmement nichées, plus on va avoir un business qui va être serein, stable, et plus le potentiel à venir est incroyable. Donc, si vous n'avez pas compris, il faut être sur YouTube, et si vous n'avez pas compris, créer du contenu sans rien attendre en retour pendant une longue période, la plus longue période possible, car vous verrez que les résultats différés seront juste incroyables. Donc, le YouTube game, extrêmement important, c'était mon point le plus important. Avant-dernier point,
Ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue chez Alex. C'est que tout changement, je pense que tout bon changement passe par des prises de conscience honnêtes. Et personnellement, je me suis rendu compte que tous les plus grands changements que j'ai eu dans mon activité ont été les fois où j'ai été honnête avec moi-même. Où je me suis dit, bon voilà, quelque chose que je sais pas faire. Je suis pas bon pour ça. Ou je n'ai pas envie de le faire. Et il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. J'ai testé ces trucs-là, ça n'a pas marché, je sais juste pas quoi faire. Et être honnête avec moi-même en disant, je sais pas, j'ai jamais appris, je sais pas faire. Et d'être honnête, d'être humble et de me dire, je dois me faire aider. Également dans ma façon d'être, j'ai eu une discussion qui était extrêmement intéressante avec, donc pas chez Alex, mais avec un autre entrepreneur en France, qui m'a dit cette phrase, qui m'a dit, mais tu sais, Lohan, des fois dans ton contenu, dans ton approche, notamment dans mes pubs, on parlait de mes pubs, tu donnes pas envie, t'es trop arrogant, etc. Et je me suis dit, quel bâtard au début. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il a pas un peu raison? Et si je dois être honnête avec moi-même, est-ce que je dégage pas quelque chose que je ne suis pas vraiment? Et ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte que quand j'ai changé ça, bizarrement, ça marchait un petit peu mieux. Bizarrement, les gens cliquaient plus. Bizarrement, il y a plus de monde qui voulait travailler avec moi. Quand se former, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas bon. Aujourd'hui, je suis arrivé à un certain niveau de business. Clairement, je ne sais pas aller au niveau d'après. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment faire plus de ce que je fais aujourd'hui. Donc, être honnête avec soi-même, pour prendre ensuite les bonnes décisions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois réapprendre des nouvelles stratégies marketing? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois prendre un mentor? C'est ce que j'ai choisi de faire avec Alex Hormozy. Mais tout changement dans son business, pour moi, tout palier supérieur nécessite d'être honnête avec soi-même. Pareil, parfois, il m'est arrivé un jour d'avoir beaucoup de clients qui partaient de mes programmes. J'avais aussi des annulations, j'avais aussi des demandes de personnes qui voulaient se faire rembourser, etc. J'avais deux choix, soit de dire que c'était tous des cons, soit peut-être d'être honnête avec moi-même et de dire, ok, il y a peut-être un truc qui va pas dans mon programme. Il y a peut-être un truc qui fait que les gens partent et pour lesquels ils sont pas contents, et de confronter vraiment ce problème, de l'analyser, de prendre les feedbacks. Je dois améliorer ce que je fais. Voilà l'idée. Et puis la dernière chose, et ça a été pour moi une des plus grosses prises de conscience chez Alex, ça a été que quand on a son business, d'analyser ses chiffres, et des chiffres qu'on doit améliorer, se poser simplement la question, quel est le truc, le seul unique qui va me permettre d'augmenter mes chiffres, mon chiffre d'affaires, d'augmenter, par exemple, j'ai un taux de conversion à la vente qui est trop bas, comment est-ce que je peux l'augmenter? Si je veux doubler la durée pour laquelle les clients restent chez moi, quel est le truc qui pourrait faire la différence? Ce qu'on appelle un effet de levier, c'est-à-dire le moins d'efforts possible pour le plus de résultats possible. Et on a appris énormément chez Alex Hormozy, et c'est vraiment surtout un mindset à avoir, c'est quand on rencontre un problème, quand on a une problématique business, un enjeu business, un goulet d'étranglement ou quelque chose qu'on veut résoudre, c'est se poser la question, c'est quelle est l'action qui demanderait le moins d'efforts possible en temps, en énergie et en argent, ou l'une des trois, ou deux des trois, etc. Qui me donne le plus grand retour sur investissement et qui crée le plus gros effet de levier. Et quand on raisonne comme ça, c'est là où on commence à prendre des décisions intelligentes et c'est aussi là où on commence à vraiment avoir des résultats intéressants pour son activité. Et par rapport à ça, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'était notamment lié à comment je vends plus, comment je gagne plus par client. Et en fait, il nous a expliqué qu'il y avait une quinzaine de modèles mentaux, notamment liés à l'argent, qui permettent en fait un business de doubler juste quand on comprend ces modèles mentaux et quand on crée cet effet levier. Et il nous a remis exclusivement aux personnes qui étaient présentes à Las Vegas là lors de cette rencontre un livre, d'accord, c'est un petit guide qui fait 51 pages, qui est normalement un livre qui est réservé uniquement aux personnes qui ont participé. C'est un livre qui n'est jamais paru nulle part, qui s'appelle le 100 Million Playbook Pricing. C'est entre guillemets le guide de comment créer ses prix, de comment facturer ses clients et quels sont les modèles qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent par client, et ça en un jour. Une lecture de 51 pages peut permettre à n'importe quel business de doubler son chiffre d'affaires juste en mettant en place un seul de ces modèles de pricing. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est qu'une poignée de personnes sur cette terre à l'avoir entre nos mains, parce qu'on allait la chercher et Alex Hormozy ne nous l'a donné qu'à nous. La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de faire une copie de ce guide, de le scanner et de vous le partager pour m'avoir supporté pendant ces différentes minutes. Et si vous avez vraiment envie de faire passer votre activité à la vitesse supérieure, vous aussi. Donc, si vous êtes intéressé et que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez récupérer ça pour créer un super effet de levier sur votre business grâce à votre modèle de prix, au prix de vos offres, à la récurrence, à la réoccurrence, etc., etc. Je vous mets le guide. Toutes les personnes qui s'inscrivent en dessous de cette vidéo à la newsletter, pour vous souhaiter la bienvenue, vous recevrez ce guide-là dans les ressources liées à la newsletter. Si vous êtes déjà membre de la newsletter, vous pouvez le retrouver dans les ressources de la newsletter. Il est déjà disponible et vous pouvez vous aussi le récupérer en un clic. Chut, juste partagez-le pas à un maximum de personnes. C'est juste pour nous, entre nous, pour les membres de la newsletter et pour les personnes qui regardent cette chaîne. Un grand merci à tous.